Surnommée la capitale magique de l'Europe ou la ville aux 100 clochers, Prague est assurément l'une des cités les plus attrayantes du vieux continent. Son architecture, miraculeusement épargnée durant la Seconde Guerre mondiale, mêle les styles les plus variés, allant du roman à l'art nouveau, en passant par le gothique et le baroque, et plonge le visiteur dans un véritable conte de fées. Cette ville au passé millénaire, qu'ont fréquenté les plus grands compositeurs classiques, résonne de centaines de concerts. Elle est aussi forte de solides traditions artisanales et culinaires, et c'est là que l'on boit l'une des meilleures bières d'Europe. Voici donc Prague, la perle de Bohême, telle que nous l'avons vue en ces quelques jours de printemps. Nous commençons notre découverte de Prague par la place de la Vieille Ville, indéniablement l'un des endroits les plus magiques de la cité, où viennent flâner nombre de touristes. Elle est bordée d'édifices très colorés, témoins d'une longue histoire, qui donne à ce lieu un cachet exceptionnel. Côté nord de la place, nous apercevons l'église Saint-Nicolas de la Vieille Ville, de style baroque datant de 1737, puis entre autres édifices, le bâtiment Art Nouveau du ministère du Développement local. Côté sud, on remarque la maison à la licorne blanche portant une enseigne du XVIe siècle, et à sa gauche la maison Torche de style néo-renaissance, ornée d'une peinture représentant saint Venceslas. Derrière l'imposant monument dédié à Jan Hus, réformateur religieux mort sur un bûcher, se dresse le palais Kinsky de style rococo, construit vers le milieu du XVIIIe siècle. Côté est, derrière des bâtiments, émergent les deux flèches de l'église gothique Notre-Dame de Thine, construite dans la deuxième moitié du XIVe siècle. En traversant les arcades des maisons situées devant la façade, on accède à l'intérieur de l'édifice, caractérisé par une brillante ornementation baroque. Parmi les éléments d'origine, on remarque les fonds baptismaux en étain datant de 1414, une Vierge à l'Enfant et un grand crucifix également du XVe siècle. L'église abrite en outre la sépulture du célèbre astronome danois Tycho Brahe, mort en 1601. Enfin, côté ouest, l'imposante tour de l'horloge, élément incontournable de l'ancien hôtel de ville, domine toute la place. Haute de près de 70 mètres, elle permettait à des sentinelles d'observer les environs et d'avertir les habitants d'un éventuel danger. À sa base se pressent de nombreux touristes qui viennent admirer les deux superbes cadrans de l'horloge astronomique. Celui du haut indique l'heure mais aussi la position du Soleil, de la Lune et des planètes. Celui du bas présente un calendrier illustré des mois de l'année. Tout en haut, une galerie panoramique offre aux visiteurs une vue sensationnelle sur la place et au-delà sur une grande partie de la ville. Témoin de nombreux événements historiques, la grande esplanade, située au cœur d'un quartier médiéval, est désormais un haut lieu touristique animé par des artistes de rue et où se croisent des voyageurs de toute nationalité. C'est avec un émerveillement encore plus grand que l'on peut admirer, depuis le sommet de la tour, les magnifiques églises, maisons et palais encadrant la place, ceux que l'on a déjà remarqués en bas, ou d'autres comme ici, la maison Uminuti, ornée de sgraffites du XVIIe siècle. Au-delà de la place, le regard s'échappe vers d'autres perspectives, comme ici le pont tchèque qui enjambe la rivière Vltava, la cathédrale Saint-Guy et le château, la colline de Malastrana ou la tour poudrière, vestige de l'ancienne fortification médiévale. Chaque fois que l'horloge astronomique sonne les heures, la foule se fait plus dense au pied de la tour. C'est qu'un curieux ballet se joue au-dessus des cadrans depuis 1410. Les 12 apôtres défilent devant de petites fenêtres, ainsi que des figures allégoriques comme celle de la vanité, de l'avarice et de la mort. Nous les voyons ici depuis l'intérieur de l'ancien hôtel de ville, dont un guide nous fait visiter les plus belles salles. Nous voici ici dans la salle municipale, autrefois de style Renaissance, mais qui a été entièrement restaurée suite à sa destruction en mai 1945. Aujourd'hui, son principal attrait est cette tapisserie moderne, parée de l'emblème de Prague, et dont notre guide nous raconte une petite anecdote. Upper Lions had, there used to be a red star
But after the Velvet Revolution, in some brief enthusiasm, somebody was trying to clean it up very quickly. So now this is our communist tapestry without Red Star. Nous passons ensuite dans l'ancienne salle du conseil qui se distingue par une ornementation somptueuse avec son plafond aux poutres apparentes, ses armoiries de la vieille ville de Prague et sa statue du Christ souffrant datant du XVe siècle. Nous continuons la visite avec le vestibule de la salle de réunion orné de deux lunettes, l'une évoquant le roi Charles IV et l'autre le philosophe Jan Amos Comenius, fondateur de la pédagogie moderne à Amsterdam. Puis dans la salle de réunion, aujourd'hui utilisée pour les cérémonies, on découvre deux toiles monumentales du peintre Václav Brožič, la première illustrant l'élection de Georges de Poděbrady comme roi de Bohême en 1458, la deuxième le réformateur Jean Hus devant le concile de Constance en 1415, au cours duquel il est condamné à être brûlé vif sur un bûcher. Dans le vestibule principal de l'hôtel de ville, une mosaïque de style Art Nouveau, œuvre de Mikoláš Aleš, l'un des principaux artistes tchèques du XIXe siècle, rend hommage à l'histoire nationale. On y voit une représentation de la princesse mythique Libouché, fondatrice de Prague, et de Saint Venceslas, duc de Bohême, saint patron de la République tchèque. Nous terminons la visite dans les caves romanes, autrefois rez-de-chaussée des maisons formant l'ancien hôtel de ville. Ce complexe de salles médiévales a servi d'entrepôt de marchandises, mais aussi de prison redoutable. Nous poursuivons la visite de la vieille ville en nous dirigeant vers la tour poudrière, dont nous avons déjà aperçu le sommet. Ce monument date de 1475 et servait de porte d'entrée de la vieille ville, avant de devenir au XVIIe siècle un dépôt de poudre. Au-delà de la tour, nous arrivons à proximité du Palladium, l'un des grands centres commerciaux qui ont fleuri à Prague depuis la fin du régime communiste. Mais il est sans doute plus judicieux de faire son shopping dans les nombreuses boutiques de produits traditionnels, comme les marionnettes et les jouets en bois, le cristal de Bohême ou les grenades tchèques. Tout en flânant, on ne manque pas de se laisser tenter par un terdelnik, une pâtisserie traditionnelle sucrée enroulée sur une brochette en bois et grillée à la braise. Nous quittons le quartier de la vieille ville pour rejoindre à quelques pas de là l'un des monuments les plus célèbres de Prague, chef-d'œuvre de l'architecture médiévale, le pont Charles, qui relie la vieille ville au quartier de Malá Strana. Long de plus de 500 mètres, il enjambe la Vltava, un affluent de l'Elbe qui traverse la Bohême du sud au nord sur 430 km. Constitué de 16 arches en bloc de grès, il fut construit entre 1357 et 1402 sur ordre de Charles IV. Il offre de superbes vues sur les deux rives où s'enchevêtrent fronton Renaissance, flèches gothiques et dômes baroques. Chacune des deux extrémités du pont est marquée solennellement par d'imposantes tours, dont l'arche forme la porte d'entrée, ici côté Malá Strana et là côté Vieille Ville. Les parapets sont hérissés de plusieurs dizaines de statues, dont la plupart sont des copies d'œuvres célèbres, les originaux se trouvant au musée lapidaire de la Galerie nationale. Remarquons ici la statue en bronze de Saint Jean Népomucène datant de 1683, celle en grès de Saint Venceslas, Saint Norbert et Saint Sigismond datant de 1853, et le crucifix dont le Christ doré date de 1629. Une foule de touristes, vendeurs, artistes et autres musiciens envahit quotidiennement le pont, faisant de ce monument le lieu le plus emblématique de la ville. Cet espace réservé aux piétons résonne de toutes sortes de mélodies, exaltant davantage encore la passion que la ville voue à la musique. À la sortie du pont, la statue de Charles IV, réalisée en 1848 sur le plan d'un sculpteur de Dresde, trône sur son piédestal,
Tandis qu'à côté, sur les marges de l'église baroque Saint-François, deux trompettistes invitent à un concert de musique classique. D'autres airs de musique accompagnent notre flânerie le long du quai. Prague possède un excellent réseau de transport en commun, ce qui va nous permettre de rejoindre rapidement un autre lieu emblématique de la ville, la place Venceslas, dans le quartier appelé Nové Mesto, c'est-à-dire la nouvelle ville. Cet ancien marché aux chevaux, fondé sous Charles IV, ressemble en fait à une grande avenue. Longue de 750 mètres, elle est bordée de prestigieux immeubles, certains d'inspiration Art Nouveau. Point de rassemblement des grandes manifestations politiques, la place est mondialement connue pour être le lieu où s'immola l'étudiant Jan Palach en 1969 en signe de protestation contre les chars de l'invasion soviétique. Une plaque commémorative rappelle ce moment tragique. Elle est placée à quelques pas de la grande statue équestre de Saint Venceslas qui, elle, date de 1924 et remplace une première statue érigée en 1681. De retour dans le quartier où nous résidons, nous sommes plongés dans une autre ambiance musicale, celle d'une jeunesse qui se veut proche de la culture occidentale. Nous partons maintenant vers un autre lieu incontournable de la capitale tchèque, le château royal et ses environs, nommé Hradčany. Il s'agit en fait d'un vaste ensemble comprenant entre autres un palais, 3 églises et un monastère. Notre visite débute par la spectaculaire relève de la garde qui ne manque pas d'attirer de nombreux touristes. La relève de la garde s'effectue toutes les heures devant l'entrée principale du château qui donne accès à une première tour conçue au XVIIIe siècle. Au fond de celle-ci, la porte Mathias, élevée en 1614 à l'emplacement des anciens remparts, constitue l'entrée dans une deuxième cour, autour de laquelle se dressent de sévères façades baroques. C'est aujourd'hui le siège de la présidence de la République tchèque. Un passage à travers le bâtiment du pont permet d'accéder à la grande esplanade qui s'étend autour du plus imposant des édifices de ce complexe architectural, la cathédrale Saint-Guy. Commencée en 1344, la construction de cette cathédrale principalement gothique dura près de 6 siècles. Sa façade sud est dotée d'une tour comprenant une galerie Renaissance et coiffée d'un dôme à bulbe de style baroque ajouté en 1770. À droite de cette tour, la porte d'or a été l'entrée principale jusqu'au XIXe siècle. Elle est surmontée d'une mosaïque vénitienne du XIVe siècle représentant le Jugement dernier.
L'intérieur est impressionnant tant par sa profondeur que par la hauteur de la voûte à nervures qui s'élève à 33 mètres au-dessus du sol. Les vitraux datent pour la plupart du XXe siècle. Parmi ceux-ci, on remarque celui réalisé en 1931 par l'artiste Alphonse Mouchat, l'un des grands noms de l'Art nouveau, consacré à la vie de saint Cyril et saint Méthode. La rosace, située sur la façade ouest, date de 1927 et a une superficie de près de 100 mètres carrés. Elle raconte la création du monde. Au centre du chœur trône le mausolée des Habsbourg, orné des gisants des défunts qui y reposent, Ferdinand Ier, sa femme et leur fils Maximilien II. Ce tombeau, réalisé en 1589 par un sculpteur flamand, est tout en marbre blanc. Un autre tombeau surprend par sa magnificence, il s'agit de celui de Saint Jean Népomucène, dont nous avons déjà vu une statue sur le pont Charles. Le reliquaire de ce martyr, précipité dans la Vltava en 1393 sur ordre du roi Václav IV, a été réalisé en argent massif quelques années après la canonisation du saint homme en 1729. Le déambulatoire donne accès à de nombreuses chapelles, parmi lesquelles la somptueuse chapelle Saint-Venceslas, ornée de pierres précieuses et de fresques, abritant le tombeau du saint patron de Bohême, et la chapelle Sainte-Croix, recelant un autel en argent et une fresque du XIVe siècle. Nous allons maintenant grimper les 287 marches de la tour sud pour admirer le panorama qu'offre sa galerie sur la ville et le château. Nous apercevons ici la Vltava côté nord, et notamment le pont Manès qui débouche près de la célèbre salle de concert, le Rudolfinum. À l'arrière, on devine la place de la vieille ville et la tour de l'horloge. Bien entendu, le pont Charles n'échappe pas à notre regard, tandis que nous nous tournons vers le sud, où la rivière continue à être enjambée par plusieurs ponts. Côté ouest, nous sommes face à la colline boisée de Malastrana, d'où émerge une curieuse tour métallique qui fait penser à... Tiens, vous aussi? Depuis notre belvédère, on peut également observer certains détails de l'extérieur de la cathédrale, difficilement visibles du bas, comme la flèche située au-dessus de la croisée du transept, ou les arcs-boutants, ou la toiture et le coq qui en orne le faîtage. Le coup d'œil s'étend aussi sur les bâtiments du château les plus proches, comme ici l'aile thérésienne du palais royal, du nom de Marie-Thérèse, reine de Bohême au XVIIIe siècle, ou la basilique Saint-Georges, très surprenante avec sa façade baroque. Avant de redescendre, on ne manque pas de s'arrêter un instant devant la belle mécanique de l'horloge de la tour, qui bat la seconde depuis 1589. Nous poursuivons la visite du château avec la basilique Saint-Georges située derrière la cathédrale. L'édifice actuel avec ses deux clochers remonte à 1142, sa façade baroque, elle, date de 1670. Sur le côté, au-dessus d'un portail Renaissance, un bas-relief représente Saint-Georges terrassant le dragon. L'intérieur, sobre et austère, est bien celui d'une église romane. Des fresques datant du XIIIe siècle ornent la voûte. Une chapelle abrite le tombeau de Sainte Ludmilla, grand-mère de Saint Venceslas et première martyre chrétienne de Bohême, assassinée en 921. L'édifice renferme plusieurs tombeaux de souverains, tels celui de Vratislav Ier, fondateur de la basilique au Xe siècle. Sous le chœur, la crypte abrite le caveau des premières abbesses du couvent dont la basilique fait partie. Nous terminons la visite du château par un lieu à la fois insolite et pittoresque, la ruelle d'or. Cette charmante venelle, faussement désignée comme un repère d'alchimistes, doit son nom aux orfèvres qui s'y installèrent à la fin du XVIIe siècle. Longeant les remparts du château et les bordées de maisonnettes aux couleurs vives, certaines ayant été reconverties en musées reflétant la vie de ceux qui y ont vécu. D'autres ont hébergé des artistes célèbres, comme celle du numéro 22, où séjourna en 1916 Franz Kafka. La plupart de ces maisonnettes accueillent aujourd'hui des petits commerces, des librairies ou des boutiques d'artisans, comme ici ce magasin de marionnettes qui font la réputation de Prague. Un détour dans les jardins aménagés le long des remparts et sur des terrasses en contrebas complète notre découverte de ces lieux prestigieux. Nous rejoignons à présent un autre monument religieux remarquable, Notre-Dame de Lorette, située à peu de distance du château. Ce haut lieu de dévotion mariale s'ordonne autour d'une réplique de la Santa Casa,
qui selon la légende serait la maison de la Vierge ramenée par un ange à Loreto en Italie. Le sanctuaire est constitué d'un monastère et d'une église célèbre pour son carillon. Il a été construit à partir de 1626, l'église ayant été achevée en 1735. Celle-ci se distingue par un style résolument baroque. Nous repartons maintenant vers la colline de Pegine, dominée par sa célèbre tour, réplique de notre tour Eiffel. Au passage, nous ne manquerons pas d'apercevoir le couvent de Strahov, fondé en 1140, reconstruit au XIIIe dans le style gothique, puis remanié dans le style baroque au XVIIe. La tour de Pegine mesure une soixantaine de mètres de hauteur. Elle a été construite à l'occasion d'une exposition universelle en 1891, soit 2 ans plus tard que sa grande sœur parisienne, et elle diffère de celle-ci en raison de son plan octogonal. La vue depuis sa plateforme panoramique est fabuleuse. On reconnaît successivement le pont Charles, le château et la cathédrale Saint-Guy, le couvent de Strahov, la maison dansante, symbole de la Prague nouvelle, les églises baroques Saint-Nicolas de Malastrana, Notre-Dame de la Victoire et Saint-Laurent, presque situés à nos pieds. Nous allons maintenant traverser le joli parc de Pegine pour rejoindre certaines des églises que nous avons aperçues depuis la tour. Autrefois planté de vignes, ce lieu a été au fil du temps transformé en un vaste ensemble composé de pelouses, de bois et de vergers. L'endroit est aussi très apprécié des jeunes Pragois. Nous voici dans le quartier de Malastrana, nom qui signifie le petit côté en tchèque, l'un des quartiers les plus anciens de Prague, longtemps privilégié par l'aristocratie. Il a gardé presque intact son caractère traditionnel avec ses édifices somptueux, ses ruelles et ses petites places. Au cœur du quartier se dresse l'imposante église Saint-Nicolas, le plus remarquable édifice du baroque radical en Bohême. Sa construction, commencée en 1673, s'est achevée au milieu du XVIIIe siècle, en pleine période de contre-réforme et de recatholisation des pays tchèques. À l'intérieur, la richesse du décor est spectaculaire et éblouissante. La profusion des ornements, la taille monumentale des statues, l'ondulation des balustrades forment un ensemble exubérant et fastueux. Sur la voûte se déploie une fresque de 1500 m², l'apothéose de Saint-Nicolas, dont nous voyons ici une partie, œuvre réalisée par le maître viennois Jean-Lucas Cracker. Au-dessus du grand orgue, assailli par une nuée de petits anges, et dont Mozart lui-même a joué, veille Sainte-Cécile, patronne des musiciens, représentée sur une fresque du peintre Palco, qui a aussi décoré la coupole, avec son œuvre L'Exaltation de la Sainte Trinité à 70 mètres au-dessus du sol. La chaire en faux marbre est également ornée de nombreux angelots et de motifs très fins. La statue dorée à leur fin de Saint-Nicolas, patron de l'église, domine le maître-autel. Tout autour du chœur s'ordonnent de nombreuses autres statues en bois stuqué, comme ici celle de saint Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre des Jésuites, terrassant un démon, et celle gigantesque de saint Cyril d'Alexandrie, l'un des pères fondateurs de l'église d'Orient, plantant sa crosse dans le cou d'un hérétique gisant à ses pieds. 3 autres pères fondateurs de même taille ornent ainsi les piliers qui soutiennent la coupole. À quelques centaines de mètres de l'église Saint-Nicolas, une autre église baroque attire nos pas, beaucoup plus modeste, l'église Notre-Dame de la Victoire. Elle tire son nom de la victoire des catholiques sur les protestants après la défaite tchèque de la Montagne Blanche. D'abord temple luthérien, elle a été entièrement reconstruite dans le style baroque. Elle est surtout célèbre pour sa petite statuette en cire, le Petit Jésus de Prague, cadeau originaire d'Espagne, offert en 1628 au Carme, auquel on a confié l'édifice. La figurine fait toujours l'objet d'un culte fervent, comme en témoignent les vitrines de certains magasins situés à proximité de l'église. Nous traversons maintenant la rivière pour aller découvrir un autre quartier de Prague, Josefov, le quartier juif, coincé entre la Vltava et la vieille ville. Dès la sortie du pont, nous passons devant l'élégant Rudolfinum, achevé en 1884, devant lequel trône le grand compositeur tchèque Antonín Dvořák. Le quartier juif de Josefov était autrefois un ghetto qui a connu une histoire mouvementée où alternent périodes de persécution et temps plus cléments, notamment sous Joseph II, qui publia un édit de tolérance et dont le quartier tire son nom. À la fin du XIXe siècle, la plupart des ruelles et des maisons, souvent insalubres,
tours rasées pour laisser place à de beaux immeubles Art Nouveau. N'ont échappé à cette réhabilitation urbaine que le vieux cimetière et les synagogues historiques, dont la synagogue Vieille Nouvelle, datant de 1275, la plus ancienne synagogue d'Europe encore ouverte au culte. Avec son pignon en briques du XIVe siècle, elle ressemble à une chapelle médiévale. La décoration intérieure, avec sa voûte nervurée, ses chandeliers, ses bannières et ses bancs, n'a pas changé depuis des siècles. Nous ne quitterons pas la capitale tchèque sans assister à un concert de musique classique, surtout à l'occasion de son festival de printemps de Prague. Et c'est dans la magnifique synagogue espagnole, construite en 1868, que nous le ferons, tout en y admirant son architecture et sa décoration de style néo-mauresque, inspirée de l'Alhambra de Grenade.